On le sait souvent, essayer de comprendre les échos d'Israël permettent de savoir s'il y a l'imminence d'une frappe sur l'Iran. Regardez ces images de F-15 arrivés au Moyen-Orient, d'avions cargo, Globemaster 3. L'armée américaine, oui, se renforce en ce moment au Moyen-Orient avec l'arrivée de premiers avions de combat, mais il y a aussi le redéploiement en cours du porte-avions USS Alabama Lincoln. Des frappes américaines contre l'Iran sont-elles imminentes? L'armada, je vous le disais, elle est là. Est-ce qu'on peut parler d'encerclement en cours? Pour aller plus loin, donc pour s'arrêter sur cette USS Abraham Lincoln, je vous convoque au tableau à nouveau, Général Richoux. Général, que pouvez-vous nous dire à propos de l'USS Abraham Lincoln? Alors, c'est un porte-avions de la classe Nimitz. Donc, la classe Nimitz, c'est du nom du premier porte-avions de ce type qui a été mis en place au début des années 80. Donc, c'est une conception déjà ancienne. Il a 45 ans de conception. Il a été construit un petit peu après. Un de ses premiers engagements, par exemple, ça a été la guerre du Golfe en 1991. Vous voyez déjà qu'il a quand même quelques heures de fonctionnement. Alors, c'est un porte-avions nucléaire, bien entendu, avec 2 réacteurs qui peut emporter 70-80 avions. Alors, ce n'est pas tous des avions de chasse. Là, on estime qu'il y a à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, 35 avions de chasse qui sont des F-35, F-18, mais il y a forcément des avions radars, des avions de guerre électronique, des hélicoptères pour récupérer les marins qui tomberaient en mer, etc. Et c'est une forteresse sur mer de 5000 personnes. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à San Diego, de visiter l'USS John C. Stennis, qui est de la classe Nimitz, c'est-à-dire c'est un sister ship qui est exactement comme celui-ci, pont de 350 mètres de long. Enfin, c'est un truc absolument invraisemblable à voir sur le plan du volume. Merci beaucoup, Général Richoux. Raphaël Jérusalemi, que vous disent vos relais en Israël? Au sein du renseignement israélien, on croit à une frappe? Les autorités israéliennes s'y préparent-elles? Alors, Israël se prépare. Israël, pour l'instant, reste donc quoi? Les Américains ont demandé aux Israéliens de ne rien faire pour l'instant. Il n'est même pas certain que si les Américains entreprennent une opération, ils demanderont aux Israéliens de venir à la rescousse ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une inquiétude en Israël. On est en état d'alerte maximale, car depuis la guerre des 12 jours en juin dernier, on n'a pas encore renfloué toute la défense antiaérienne qui a été gaspillée lors de la guerre des 12 jours. Il y a eu des tirs intenses de missiles iraniens vers Israël qui ont demandé à Tsahal d'utiliser beaucoup de munitions de défense, du dôme de fer. Nous avons eu l'aide des Américains avec les missiles antimissiles THAAD. Ce sont des matériels qui sont difficiles à remplacer rapidement et on n'est pas tout à fait à l'optimum de notre défense antiaérienne. Ce qui nous console un peu, c'est que les Iraniens ne le sont pas non plus. Ils sont aussi à défaut en défense antiaérienne. Et puis l'arrivée justement de toutes ces forces américaines dans la région va augmenter notre puissance de défense, sinon même d'attaque bien sûr, mais surtout ils vont nous aider à nous défendre. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Je lisais une information, je vous la soumets encore une fois, 300 000 $ par heure, ce serait l'estimation, le coût du déplacement d'un navire comme l'USS Abraham Lincoln. Vous pensez qu'on est dans le juste, c'est 300 000 $? Alors oui, 300 000 $ de l'heure. Moi, j'avais entendu à l'époque pour le Charles de Gaulle que c'était 50 000 € de l'heure. Donc on a des coûts de fonctionnement, il est plus petit, qui sont sûrement un peu inférieurs. Mais ça, c'est très insuffisant parce que vous avez le groupe aéronaval, ce dont on n'a pas parlé au Barco. Il y a le groupe aéronaval, ce sont des destroyers qui font des bulles anti-aériennes, qui sont des bulles anti-navires. Il y a des sous-marins nucléaires d'attaque qui accompagnent. Donc c'est un groupe aéronaval. Vous voyez, c'est plusieurs bâtiments et on estime le coût journalier d'une flotte. Alors tout dépend de ce qu'on inclut dans les coûts, bien entendu, mais de 6-7 millions de $, dans tous les cas de figure, pour une seule journée à la mer. C'est pour ça que quand on dit on va encercler l'Iran, on peut l'encercler ponctuellement, mais vous voyez ce que ça peut coûter. Au bout d'un moment, on n'encercle plus rien, il faudra les ramener au port. On ne peut pas tenir 6 mois à la mer comme ça, vu le coût de fonctionnement. Mais pour bien comprendre, il y a encerclement ou non américain dans la région?
Y a-t-il un encerclement militaire en cours? Pas franchement, parce que l'encerclement, enfin, il est quand même côté Golfe Persique, mais l'encerclement, il n'est pas au nord, il n'est pas à l'est. L'Iran n'est pas isolé. Il y a des troupes américaines au sud de l'Iran et à l'ouest. Vous voyez, la flotte de Méditerranée aussi peut agir, mais ça ne s'appelle pas un encerclement d'un point de vue militaire, bien entendu. Ils sont reliés à une bonne partie du monde par leur marge nord, est, etc. Et je reviens sur donc cette info des $300 000 par heure et en fait de manière très pragmatique on se dit est-ce qu'on peut mettre en mouvement une telle somme, une telle armada pour faire machine arrière, ou si c'est juste pour du signalement stratégique ou juste pour avoir une des options sur la table. C'est une vraie question à laquelle j'ai pas la réponse et ça c'est l'avenir qui nous le dira. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait Raphaël Jérusalemi à l'instant. Aussi face à cette armada, face à tous ces avions, sur les capacités de défense anti-aérienne de la République islamique. On sait qu'elles ont été quand même amoindries lors de la guerre des 12 jours. À votre connaissance, Raphaël, est-ce que Téhéran a pu reconstituer ses stocks, peut-être avec de l'armement chinois? En gros, est-ce qu'ils sont en état aujourd'hui de se défendre ? Alors oui, en partie, il y a eu une réparation, dirais-je, un rafistolage depuis le mois de juin dernier qui a tout de même permis aux Iraniens d'améliorer leur capacité de défense antiaérienne, mais aussi d'offensive. Alors, sur le plan de la défense antiaérienne, ils ont reçu un immense appui des Chinois avec les HQ-9B qui sont des batteries antimissiles similaires aux S-300 dont ils disposent également, qui sont les batteries russes, mais les Russes n'ont pas fourni plus de S-300 depuis la guerre des 12 jours aux Iraniens, qui se sont donc rabattus sur les batteries chinoises. Et donc on sait qu'il y a eu plusieurs livraisons de ces batteries ou partiellement de pièces détachées qui ont été montées sur place en Iran, et également sur le plan offensif des livraisons assez importantes vers le port de Bandar Abbas, de carburant solide, de propane solide, car ce carburant est indispensable aux missiles dont disposent les Iraniens. Là aussi, sur les missiles balistiques, on en avait détruit des centaines, et puis d'autres, évidemment, avaient été tirés par les Iraniens vers Israël. Mais on estime aujourd'hui que les Iraniens disposent d'à peu près, dirons-nous, entre 1000 et 2000, alors disons 1500 missiles balistiques, sans compter évidemment des centaines et des centaines de missiles de croisière et des drones, mais ils ont des missiles balistiques et on ne sait pas quel est le chiffre de missiles hypersoniques dont ils disposent, qu'ils n'ont pas utilisé jusqu'à présent. Pardonnez-moi, on va revenir dans un instant sur la potentielle riposte de l'Iran, parce qu'il y a menace du côté de l'Iran également, bien évidemment, mais je reste sur les ambitions, les intentions américaines, quelques instants supplémentaires. Quelle cible? Si effectivement les Américains frappent, rappelez-vous, quand on pensait la frappe imminente, il y a quelques jours, on vous disait que la Maison-Blanche s'était vue remettre un dossier de 50 cibles militaires iraniennes, notamment par un groupe basé aux États-Unis, avec des coordonnées exactes du quartier général Tarala des gardiens de la Révolution à Téhéran, décrit comme le centre de commandement du régime pour réprimer les manifestations. Il y avait également une liste de cartographie des sous-quartiers régionaux et de 23 bases basiques à travers Téhéran. Est-ce que, si frappe il y a, la priorité, ce sera décapitation des forces de sécurité? En fait, vous avez dans cette banque de cibles, et là on peut regarder ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours, les Israéliens et les Américains n'ont pas touché ni au clergé ni aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ont touché effectivement les forces de sécurité, donc des membres des gardiens de la Révolution islamique. Dans votre banque de cibles, vous avez les emprises militaires, celles qui sont liées à la répression, etc. Vous avez les sites nucléaires, les Américains l'ont déjà fait. Vous avez aussi, tout à l'heure, M. Jérusalemi parlait de Bandar Abbas. Vous avez les possibilités de toucher l'infrastructure énergétique, c'est-à-dire capacité de raffinage, lieu où sont entreposés les carburants. Donc il faut rappeler que 90% du pétrole produit par l'Iran va en direction de la Chine. Donc effectivement, il y a toute une gamme d'options, mais la question qui est posée, tout à l'heure vous parliez de ce terme décisif. Quel est l'effet final ou majeur recherché? C'est ça, c'est-à-dire que vous voulez éliminer Khamenei
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous ne récupérez pas un gardien de la révolution islamique à la place? Ou alors, est-ce que vous tapez tout un tas de cibles en vous disant que ce régime, et ça c'est probablement objectif, n'a jamais été aussi faible, et derrière, eh bien, il y a effectivement un effondrement du régime avec des conséquences à gérer? Alors, effectivement, on lit dans le Figaro, par exemple, la prix Nobel de la paix 2023, Shirin Ebadi, qui dit ceci: en Iran, il n'existe d'autre solution que l'élimination ciblée du guide suprême, Ali Khamenei. Votre sentiment sur ce sujet-là, ça ne passera que par l'assassinat de Khamenei? Je pense que le discours, les paroles de Madame Shirin Ebadi sont vraiment très pertinentes. Ce qu'elle a dit est très pertinent. Et on est en face d'un régime qui tient d'une seule personne, un régime que pendant 37 ans de règne de Khamenei n'a pas fait une seconde personne, n'a pas fait un remplaçant, tellement il avait peur de son entourage. Donc tout ce régime repose sur une et unique personne, Ali Khamenei, et elle a parfaitement raison de dire qu'en l'abattant, ça, ils ont véritablement pourrait neutraliser ce régime. Alors, petite question pour Raphaël Jérusalemi. On se souvient, en juin dernier, le Mossad avait été à la manœuvre pour une opération tout à fait spectaculaire, ciblant des dirigeants iraniens. On se souvient de Khamenei qui était caché dans un bunker. Le Mossad a la possibilité, les moyens encore aujourd'hui de réaliser une telle opération si d'aventure c'était la cible privilégiée aujourd'hui? Oui, absolument. Les Américains aussi, d'ailleurs. Ils l'ont montré avec l'affaire Maduro et la Delta Force, parce qu'on n'est pas obligé de bombarder les bunkers de Khamenei. On peut aussi avoir une opération commando au sol avec une énorme complicité locale sur laquelle nous pouvons compter. Il y a beaucoup d'Iraniens qui seront prêts à donner un coup de main. Le Khamenei est étudié par les services secrets tant américains qu'israéliens depuis des années. Ces moindres déplacements, les protocoles de sécurité, il y a eu de fausses alertes de données exprès pour voir comment réagissaient ceux qui protègent le guide suprême. Les communications, les écoutes, des infiltrations de son entourage, c'est pour ça qu'il a de moins en moins de monde autour de lui. Il se retrouve pratiquement isolé. Je regrette seulement de dire que Khamenei doit être éliminé. Malheureusement, ça ne suffit pas d'éliminer que Khamenei. C'est vrai que c'est un autocrate, qu'il a énormément de pouvoir, mais il y a tout de même une équipe de dirigeants, surtout avec les gardiens de la révolution, mais même au sein du gouvernement iranien, dont certaines personnes doivent également disparaître dans une frappe plus ou moins simultanée avec celle qui serait menée contre Khamenei. On reste ensemble, Raphaël Jérusalemi. Je ne veux pas verser complètement dans la géopolitique fiction, mais vous savez très bien que beaucoup se demandent si Donald Trump pourrait faire avec Ali Khamenei ce qu'il a fait avec Maduro au Venezuela. Et il y a des histoires complètement folles ces dernières heures de l'Express qui explique qu'il aurait pu avoir recours à une arme sonique. Voilà, c'est complètement fou, mais lui-même en a parlé dans une interview. Mais vous le savez, la question, elle revient. Pourrait-il faire avec Khamenei ce qu'il a fait avec Maduro? Allez le capturer. On est comme dans un pays où l'État policier reste encore extrêmement fort, avec les mesures de précaution notamment pour protéger le guide. Donc à mon avis, ce serait quand même une toute autre opération. Je pense que pour les Américains, où il y a pu avoir, c'est la question, la tentation du coup de grâce. C'est le chercheur Clément Terme, je crois, qui utilise ce terme, en disant, OK, si on se lance dans une opération, est-ce que c'est pour faire tomber ce régime ? 47 années de République islamique, et si on y va, est-ce qu'on va jusqu'au bout? C'est-à-dire pour complètement effacer ces 47 années de régime islamique. Ou au contraire, est-ce qu'on se contente d'une opération circonstanciée, j'ai envie de dire, par exemple sur le nucléaire, comme pendant la guerre des 12 jours, on va aller taper quelques sites et puis ça va encore ralentir le régime. Et je pense qu'il y a un choix un peu cornélien. Si d'aventure il y avait une opération américaine, est-ce qu'on se lance dans quelque chose d'un peu aventureux, mais qui vise la chute du régime, ou est-ce qu'on se lance dans une opération plus limitée qui vise quelques cibles seulement? Je vais continuer de vous entendre les uns et les autres, mais sachez que l'Iran menace. À son tour, le chef des gardiens de la révolution islamique a averti ces dernières heures Washington que ses forces avaient, je cite, le doigt sur la gâchette. On va essayer de comprendre encore une fois quelle est la réalité derrière de tels mots, derrière de telles menaces. Gallagher Fenwick, c'est vous que j'emmène avec moi. Gallagher, dites-nous, de quelles armes disposent les Iraniens désormais, selon vous? Alors là, déjà, on voit ces photos qui datent d'il y a quelques mois, qui sont forcément tout à fait scrutées, avec des forces d'élite des gardiens de la révolution islamique, avec tout un ensemble de moyens
missiliers notamment. M. Jérusalemi à l'antenne donnait la moyenne, et ça on l'a de sources américaines, qui sera entre 1000 et 2000 missiles balistiques, mais il dispose de bien d'autres moyens. Là, ce que l'on voit, ce sont ce qu'on appelle en anglais les missile cities. Donc ce sont des infrastructures souterraines qui ont permis au régime, depuis juin dernier, de reconstituer une partie de son stock à toute allure pour préparer la ou les prochaines phases. Et donc c'est sur ces ensembles qu'elle a beaucoup communiqué afin de démontrer, et comme l'a dit M. Jérusalemi, qu'avec l'aide technologique chinoise, notamment au niveau d'un carburant solide qui s'appelle le Propergol, qu'elle a des moyens de défense et d'atteinte, missiles balistiques de courte, de moyenne et de longue portée. Vous connaissez la distance à vol d'oiseau entre Téhéran et Tel Aviv ? 1600 km. La portée de ce missile Fatah 1, c'est 1400 km. Missile hypersonique mis en service à partir de 2023. C'est le plus abouti chez les Iraniens dans sa gamme. Il est hypersonique Mach 5, donc très difficile à intercepter, avec également une très très forte manœuvrabilité. Alors parlons des cibles. Quelles sont les cibles potentielles de l'Iran si l'Iran frappait à son tour ? Il y en a énormément. Et ça, c'est ce qui complique notamment le calcul, l'équation à laquelle sont confrontés à la fois les voisins, mais les Américains, les navires américains qui sont des cibles pour les navires, pour les missiles anti-navires que peuvent utiliser les Iraniens. Et vous voyez une forte présence américaine. La base la plus connue, elle est au Qatar, El Odeid. 11 000 hommes en permanence avec beaucoup de matériel. Au Bahreïn, qui est un petit peu plus au nord, vous avez la 5e flotte américaine. Mais il y a des hommes dans tous ces pays, le Koweït, l'Arabie Saoudite, jusqu'en Turquie. Et puis l'autre grande cible, c'est évidemment, on en a parlé, l'État hébreu. Et à chaque fois, dans ces différents pays, chez ces différents voisins, vous avez des installations militaires, mais également des installations civiles. Tout cela est à portée de missiles pour l'Iran. Merci beaucoup, Gaël Garfenwick. Je vous pose la question. Est-ce que vous estimez, vous, que les Iraniens, aujourd'hui, ont les moyens de faire peur, de retenir un peu le bras américain ? Depuis 2020, j'ai toujours dit, j'ai toujours écrit partout. C'est pas la première fois que je le dis. Le départ de ce régime, la chute de ce régime va embraser la région. C'est une évidence. Ce n'est pas un régime qui va quitter la place facilement et dans la douceur en disant au revoir au peuple iranien. Il faut se préparer pour un départ vraiment sanglant et difficile. Si la communauté internationale aide les Iraniens, tant mieux. Sinon, les Iraniens vont le faire au prix extrêmement fort et peut-être une bonne partie de la population iranienne va disparaître. Mais si vous me permettez une chose, je voulais proposer, au lieu de faire de politique fiction et au lieu de rester sur les détails qui ne veulent rien dire, parce qu'on peut tout interpréter sur ces détails, regardez la situation avec un peu de distance. Le fait est que Israël ne peut pas se permettre une république islamique atomique. Ça, c'est une évidence. En même temps, les États-Unis sont parfaitement conscients du danger de la République islamique. Le peuple iranien ne supporte plus ce régime sanguinaire. Alors donc, il y a la convergence de trois intérêts. Le peuple, Israël et les États-Unis. Donc, il m'est vraiment très, très, très impensable qu'il ne se passe rien, qu'on laisse cette situation passer, alors que le peuple s'est exprimé clairement contre ce régime. C'est le meilleur moment pour se débarrasser de la République islamique. Sinon, je finis là, sinon on va avoir affaire à des ayatollahs avec leurs bombes atomiques qui ne menacent pas seulement les pays de la région, même les pays européens. Alors, seront dans leur tir. J'entends la critique, j'entends la critique bien évidemment, mais justement, allez jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous appelez des détails insignifiants ? Qu'est-ce qui vous semble parfaitement insignifiant dans tout ce qui est sur la table ces dernières heures ? C'est quoi, les propos du président américain s'interroger sur les actions armées ? Je suis vraiment indignée de cette manière qu'on fait l'exégèse de paroles de Trump, de cette trumpologie qu'on entend, pas seulement sur votre chaîne, mais partout. Mais là, par exemple, ce qu'on vient de faire pour vous, c'est ce qu'on vient de faire. On fait le jeu de Donald Trump, selon vous, en Non, je pense que en fait, ces détails que vos experts nous donnent, ces détails veulent dire tout et leur contraire. Pourquoi ? Et que ce n'est pas aussi facile quand on est de loin de savoir ce qui est en train de se passer. On connaissait qu'on essaye de faire de notre mieux, parce qu'effectivement, nous, on n'y est pas. Vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi je vous propose de regarder... C'est pour ça qu'on vous invite, d'ailleurs. Voilà, c'est pourquoi moi je me permets de vous proposer de regarder la situation avec un peu de recul et de voir
Où sont les intérêts? Et qui est aujourd'hui le gagnant en gardant la République islamique en place? Donc pour vous, le gagnant, dis tout simplement, il n'y a personne qui gagne d'une République islamique atomique. La République islamique atomique est un danger pour la planète entière, pour tous les pays du monde. Donc si on a la moindre conscience de ce danger, on doit espérer le départ de ce régime par quels que soient les moyens.